Bonjour et bienvenue à l'Aiguillon sur Vie avec Olivier Blanchard. Olivier fait partie du club très fermé des personnes qui auront fait cette émission 2 fois. Puisqu'on s'est déjà vu il y a 10 ans, c'était l'ancien directeur d'Emmaüs aux Essarts, c'est lui qui a fondé Véret. Vous irez voir sur internet, l'émission se trouve encore. Et là, il nous revient aujourd'hui en tant que joyeux retraité. On va faire le point sur son parcours, notamment sur son parcours spirituel. Je vous en dis pas plus, vous allez découvrir cette patte humaine très profonde qui est la sienne, son souci du bien commun, de la préservation de la planète notamment. Ça vous donne envie, hein? Avec lui, on va aller à Saint-Hilaire-de-Riez. On va essayer de retrouver l'endroit où il y a quelques semaines, une baleine a été autopsiée, elle s'est échouée sur la plage parce que c'est lui qui s'en est occupé. D'Emmaüs jusqu'à l'environnement, le parcours d'Olivier Blanchard, c'est tout de suite avec lui dans son détour. Salut Olivier. Comment vas-tu? On s'embrasse, hein. On sait qu'on s'embrasse. Ça va bien, je suis content de te voir, de te retrouver. Tout à fait. Pour cette deuxième émission, je disais que tu faisais partie du club très fermé, donc des personnes qui auront fait 2 fois cette émission. On t'a lâché, tu devais partir à un moment en bateau. Tu voulais vivre sur un bateau à un moment. Elle est où? Elle est passée où cette histoire? Tu l'as pas fait? Effectivement, elle ne s'est pas réalisée, mais... Tu m'as dit dans 10 ans, je suis sûr que j'aurais passé au moins un temps de ma vie sur un bateau. C'est pas encore fait, ça reste à faire. T'as l'idée encore? Oui, il y a des projets. C'est encore dedans? Tout à fait. T'as toujours ton bateau au Sable d'Olonne? Complètement. Bon, c'est pas là qu'on va, mais on va continuer à se raconter dans la voiture. Ça t'a surpris, hein? Oui. Ah, ben j'ai préparé, attends. Tu rigoles ou quoi? Mais je me souviens que tu m'avais dit ça dans l'émission. Hop, allons-y. Hop, hop, hop. Tu as l'envie vraiment de le faire? C'est tout. Je repratique de plus en plus. Ouais. J'avais laissé un petit peu quelques temps parce que j'avais pas mal d'autres activités. Et c'est plutôt des sorties, des navigations à ma mesure technique. Ouais. J'ai quelques projets d'aller tourner autour des îles bretonnes ou des îles, l'île de Léron, descendre jusqu'à Rochefort, enfin me faire des mini-croisières de 15 jours, 3 semaines. Ouais, mais pour ça, il va falloir du temps. Alors, que j'ai maintenant... Oui, enfin, j'ai beaucoup d'activités. Donc, mais je trouve. Alors, je vais commencer. Parce que l'idée, c'est quand même qu'on refasse sur le détail de tes activités. J'ai dit que tu avais été, donc, tu as quitté Emmaüs, ça y est maintenant. Depuis combien de temps tu as quitté Emmaüs? 4 ans. Ah, c'est tout? Oui. Je pensais que ça faisait un petit peu plus longtemps que ça. Et donc, tu es engagé dans tout un tas de trucs. Donc, on va pas faire un inventaire, mais on va quand même parler du fond. Mais du coup, puisqu'on a commencé par ça, quel temps tu t'accordes juste pour toi? Ou alors, est-ce que toutes tes activités, finalement, c'est du temps pour toi? Toutes les activités, c'est du temps pour moi, mais une bonne partie est au service d'adhérents des associations dont je suis membre ou des plus jeunes. Ouais. Par exemple, pour l'activité de plongée sous-marine, j'ai une part de mon activité qui est pour moi et l'autre part est de l'enseignement, et je trouve autant de plaisir à enseigner aux personnes, aux débutants de tout âge, que de plonger pour moi-même. Ouais. Alors, bon, plongée sous-marine, archéologie. Je fais l'inventaire. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a les autopsies de mammifères marins. Autopsie de mammifères marins. Qu'est-ce que tu fais de danse? Danse irlandaise. Danse irlandaise. Il y a quoi d'autre? Il y a le conseil d'administration de la Caisse d'allocation familiale de Vendée, qui me permet de rester en contact avec la réalité sociale. Tu es vraiment en contact avec la réalité sociale, effectivement. Ça fait déjà pas mal. Et tu pratiques le tir sportif. Et je pratique le tir sportif. Également. Et la voile. Tu ne peux pas juste rester tranquillement dans une association à pratiquer un sport ou un loisir, ou tu as envie d'aller au bout à chaque fois? Alors j'ai une approche plus, effectivement, j'ai un tempérament à pratiquer l'expérience. J'ai moins une approche intellectuelle ou livresque qui vient compléter mes activités, mais je ne m'intéresse et je ne me réalise qu'en faisant les choses matériellement, concrètement,
et puis de manière utile. Dans toutes ces activités-là, quelle est celle qui recueille le plus ton assentiment? C'est difficile, ça. Quelle est celle qui te séduit le plus, qui te rend le plus heureux, qui te comble le plus? Alors c'est la plongée, plongée sous-marine, Ouais. que ce soit en mer très régulièrement dès que le temps le permet, ou toute l'année dans la carrière des Coues à La Roche-sur-Yon, parce que à partir du moment où vous passez la tête sous l'eau, vous rentrez dans un autre univers. Ouais. Le psychisme fonctionne complètement. Vous êtes en apesanteur, vous volez littéralement. Vous êtes dans des univers où peu ou pas de personnes ne vont, et ce qui sont des univers d'une richesse fantastique. Une des choses que j'apprécie le plus, c'est la plongée sur épave. J'ai eu l'occasion de plonger sur 2 sous-marins allemands, des U-boats, qui sont ces grands cigares, nous en avons un magnifique au large, 2 heures de navigation au large de l'île-Dieu, qui est posé par 56 mètres de fond. Ce sont des épaves sur lesquelles nous sommes très 56 mètres, t'y allais? oui, très bien renseignés. On sait quels étaient les équipages à bord, combien... alors pour celui de l'île qui est au large de l'île-Dieu, tout le monde a été sauvé avant la submersion du sous-marin. Par contre, celui au large de Groix sur lequel j'ai pu plonger, on sait qu'il y a encore une vingtaine de jeunes marins allemands qui sont à l'intérieur, d'où l'interdiction absolue d'ailleurs d'y pénétrer, parce que ces sous-marins sont considérés officiellement comme cimetières militaires allemands. D'accord. Donc c'est toujours très émouvant de retoucher l'histoire concrètement en fait. Ah ouais, ah ouais. Au travers de tout ça, quel est ton rapport au corps? Tu as une forme d'ascétisme, tu es devenu végétarien, tu fais attention, tu fais donc du sport régulièrement, on va parler de la danse. Quel est le rapport au corps que tu as? Alors, en vieillissant, j'ai compris que la santé, c'était quand même important, que lorsque nous avions la santé, tout était possible, et qu'autour de nous, lorsque des gens sont gravement touchés, tout devient compliqué pour le corps et pour la tête. Ça peut déséquilibrer des familles, ça peut déséquilibrer des relations. Mais c'est d'une manière générale, c'est c'est d'avancer vers une forme d'ascétisme, de se séparer de tout ce qui est superflu, alors qui correspond à... La plongée sous-marine n'est pas incohérente avec ce que je dis, parce que sous l'eau, on en est réduit au basique. Il faut constamment pouvoir respirer, avoir de l'air, et savoir où vous êtes. Et donc, ça vous ramène aux besoins physiologiques et psychologiques basiques de l'être humain. Oui. Donc, c'est vraiment une épure en réaction, peut-être de manière inconsciente, à ce que sont devenues nos sociétés occidentales, où on est... Enfin, abreuvé n'est pas le terme, on est soumis à de multiples sollicitations matérielles dans tous les domaines, informationnels dans tous les domaines, oui. Et effectivement, ou psychiquement, si on ne réussit plus à traiter de manière posée et satisfaisante l'ensemble des informations, des sollicitations que nous pouvons avoir, à certains moments, l'esprit peut s'emballer, on ne sait plus qui on est. Donc de revenir à des choses essentielles, à la relation à l'autre, parce qu'effectivement, que ce soit dans la plongée sous-marine ou dans la danse irlandaise, ce qui me satisfait le plus, effectivement, c'est les relations au groupe avec lequel on pratique, autant sinon plus que la pratique elle-même. Ouais. C'est vraiment essayer d'apporter une énergie positive dans nos sociétés, à des petites graines, et si tout le monde rajoute une petite graine, on peut espérer que les choses pourraient s'améliorer. Bon, très bien. On va écouter le morceau de musique que tu as choisi, c'est de la danse irlandaise, Woman of Ireland, je ne sais pas comment on le dit, Woman of Ireland. Oui. Tu pratiques donc j'ai envie de dire ce sport, parce que je t'ai vu, je trouve ça fou. Parce que tu aimes ça? Oui, parce que rien que pour la musique,
il est intéressant d'aller au cours de danse irlandaise. Ouais. Accessoirement, effectivement, c'est très très sportif, donc ça permet de s'entretenir. Ça oblige à s'entretenir, parce que parallèlement à la musique, à la danse irlandaise, donc je pratique la salle de sport, mais uniquement dans le but de gagner un peu de tonicité pour les sauts. Je fais une pratique de salle de sport très orientée vers la... Et j'ai une passion pour tout ce qui est Écosse, enfin les pays du Nord, Écosse, Irlande, le monde viking d'une manière générale également. D'accord. Et toutes ces musiques me font vibrer. Très bien. Alors, on l'écoute. Et puis, on va à la plage de Saint-Hilaire-d'Orier. On va essayer de la retrouver. La baleine La baleine, elle est repartie. Mais l'endroit où tu as eu l'occasion de pratiquer l'autopsie, on la cherche? Oui. Et puis, on va aller voir ça. Alors on est sur zone, comme on dit. Elle était juste en bas, la baleine, là? Effectivement, dans cette petite anse de la Bayette. Ouais. C'est impressionnant, c'est impressionnant? Oui, parce que... C'est la première fois que tu faisais une première baleine. C'est ta première baleine. Oui, donc c'est impressionnant. Beaucoup de dauphins, donc c'est très impressionnant. Ouais. Un animal qui fait 9 mètres de long. Je crois que c'est une tonne au mètre. Et donc, impossibilité de la repousser en mer pour les quérir. Donc, le choix technique qui a été décidé, c'est de descendre une pelleteuse de 19 tonnes avec une grosse grue de 130 tonnes. Ça a été un chantier énorme. Pour que pour que l'équipe de Pélagie CNRS puisse pratiquer l'autopsie, ouvrir l'animal, faire les prélèvements, les mesures, les photos. Parce qu'il fallait la pelleteuse pour la retirer sur la plage. D'accord. Parce qu'elle était plutôt sur les rochers au départ? Sur les rochers dans l'angle. Elle était sur les rochers. Et puis après, nous l'avons découpé en 4 morceaux que la grue a pris les uns après les autres pour l'envoyer à l'équarrissage. Au moment où on se parle, on n'a pas de nouvelles. On n'a pas les conclusions des scientifiques. Ouais. Une chose certaine, lorsqu'elle avait été trouvée, elle était la caudale entravée, donc la queue en fait dans des cordages d'engins de pêche, donc ce qui a dû certainement considérablement la gêner. Est-ce que c'est la cause de la mort? On ne sait pas. Lors de l'autopsie, on a eu la surprise de découvrir un foie complètement liquéfié qui n'était pas dans un état normal. Donc les prélèvements qui seront étudiés à La Rochelle permettront peut-être de comprendre la raison du décès de cette baleine, qui est une baleine à bosse, un animal très très rare sur nos côtes. Voilà, ça se voit pas ici. Non, et qui, paradoxalement, ont tendance... C'est la race de baleines qui avait été beaucoup chassée dans les siècles derniers, qui avait été au bord de l'extinction, et qui, en fait, apparaît de plus en plus, se reproduit de plus en plus, qui explique, entre autres, le nombre d'échouages statistiquement plus élevé. On recommence à voir ces baleines échouées. Mais à quoi ça sert son autopsie? À quoi ça sert d'autopsie? Ça permet de comprendre l'état sanitaire de la population, d'essayer de comprendre la cause du décès de l'animal, et si effectivement il s'avère que trop souvent les causes de décès sont liées aux actions humaines, aux engins de pêche, aux filets qui peuvent traîner ou aux produits chimiques qui sont en mer, de réagir pour éviter que ces populations disparaissent, en fait. Ok, très bien.
Olivier, j'ai toujours considéré que tu étais un être spirituel. J'aime bien te surprendre. Je pense, plus je vieillis, plus je me désintéresse des choses matérielles, effectivement. Ouais. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui m'intéresse, c'est l'expérience, c'est de rencontrer les gens, de faire des choses, mais effectivement, de s'affranchir de d'un maximum de contraintes matérielles, de choses inutiles, qui effectivement ne sont pas du tout nécessaires à l'équilibre et au bonheur. Ouais. Est-ce que tu es conscient que tu n'es pas toujours facile à suivre? Ça, il faudra demander à mon entourage, mais j'ai pas la sensation d'être quelqu'un de difficile à... Non, pas à vivre. À suivre. À suivre. Oh, c'est possible. Je pense pas. J'ai pas la sensation d'être excessif non plus dans mes passions, mais... Non, mais toujours sur ce registre-là de la démarche intellectuelle qui est sous-jacente à toutes les passions et les activités physiques qui soient les siennes. Tu es toujours en mouvement intellectuellement. Oui, et puis certainement en décalage par rapport au... Enfin, c'est peut-être prétentieux, mais par rapport aux attentes de la société ou ce qui est considéré comme normal ou comme nécessaire. Effectivement, je suis un pas à côté, oui, on va dire. Tu fais un pas. Qu'est-ce qui reste du patron de la culture de la mairie des Herbiers, de l'homme politique que tu étais? Est-ce que tu te considères encore comme un homme politique? Ah non, pas du tout, parce que à la fois, je suis respectueux et admiratif de nos élus de terrain qui font vraiment un travail important, ce qui nous permet de vivre dans une société où nous avons beaucoup de chance. Nos générations, ma génération, moi j'ai 62 ans, et la première génération est une génération qui a vécu dans un environnement matériel, médical, d'éducation s'améliorant toujours. Nous sommes la première génération à ne pas avoir connu de guerre. Nos oncles ont fait la guerre d'Algérie ou d'Indochine. Nos grands-pères ont fait 39-45, nos arrière-grands-pères 14-18. Nous sommes la génération sur cette terre depuis que... Alors je fais de l'archéologie, je m'intéresse à l'histoire. Depuis que l'humanité existe, la première génération qui n'a pas connu directement de guerre. Ouais. Alors au moins pour la partie occidentale. Donc je me considère comme privilégié et je remercie la création de nous avoir permis de vivre une vie telle que je l'ai eue. Ben forcément, du coup, je te pose la question, dans ce climat anxiogène qui est le nôtre aujourd'hui, contraint, où les jeunes ne retrouvent plus goût, forcément, sens à grand-chose, où la guerre est parfois à nos portes. Quel regard tu portes sur le demain ? Effectivement, l'environnement l'actualité est anxiogène, rappelle énormément toute comparaison utile ce que l'Europe a pu vivre ou l'Occident dans les années 36, 37, 38, 39. Il y a beaucoup de parallèles. Donc j'espère que nos décideurs auront la sagesse de ne pas repartir en guerre. Mais effectivement, les jeunes ont à la fois un environnement matériel beaucoup plus facile que le nôtre, voire trop facile. Il y a dans beaucoup de domaines, moins de contraintes, moins de rapport à l'autorité, mais c'est plus anxiogène parce qu'effectivement, ils ne savent pas de quoi demain... Moi, lorsque j'avais 20 ans, j'avais une sorte de tranquillité d'esprit. Tu savais que si tu travaillais, si tu étais sérieux, bon, tout allait bien se passer. Pour les jeunes, c'est certainement plus compliqué. On a des jeunes qui sont moins préparés à affronter l'adversité. Merci Olivier Blanchard. Si vous voulez le voir, vous allez au club de plongée de La Roche-sur-Yon, sur les plages, quand il y a une baleine ou un dauphin qui est retrouvé. Enfin voilà, multitâche. Merci à vous. Voilà. On se retrouve dans 15 jours pour un numéro de Sans Détour. Salut!